En vrai, il est 14h28 et c'est si grave si nous commençons 2 minutes en avance. Je pense que Peut ça y va. aller. Allons-y. Et c'est parti. Donc, bonjour Clément, bonjour Twitch, bonjour YouTube dans le futur. Voilà. Pour tout le monde. Merci d'avoir accepté de venir parler avec nous de ton jeu de rôle Donjons et Châteaux, qui, Et euh, merci à vous pour l'invitation. qui est vraiment très beau, très coloré. Je l'ai là. Euh, donc avec le flou de la caméra, normalement, on voit quand même bien. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donc Donjons et Chatons, je vais d'abord présenter un peu ce jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, où on joue des chatons. Pas que, mais surtout des chatons. Et qui se déroule dans notre monde, mais dans un futur où, les humains ont globalement disparu. Heu et il y a une forme de magie qui s'est aussi instaurée. Les animaux peuvent parler. Un animal qui parle ne mange pas un autre animal qui parle. C'est un univers riche, qui est très coloré, un livre qui est très illustré, très beau, très accessible. Le syst enfin, en termes de compréhension de règles, en termes de compréhension de jeu, le système est simple. C'est le système 3D6 du studio Decro qui a du coup édité ce jeu. Vous pouvez trouver le livre à 45 € sur le marché et aussi l'écran avec des cartes et des prêts-tirés. C'est ça. C'est ça. Euh, Et l'écran est à 25 avec l'écran, des prêts tirés, des cartes et un petit livret d'aventure avec une aventure qui se prête très bien pour Halloween, qui est une aventure un Oh, peu épouvante. très intéressant. Je ne l'ai pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. Et il est là derrière. J'ai pris le bouquin de base, mais si à un moment je fais une mini pause, je pourrais aller le chercher. Il est derrière, si vous voulez voir. Bah, avec Une plaisir. aventure qui se prête bien à la saison. Il me semble que le jeu de rôle a été victime de son succès et qu'il va bientôt revenir, mais ça devrait revenir rapidement. Il me semble que j'ai vu que Decro disait que ça reviendrait vers fin novembre. Ouais, en fait, on est assez content. Depuis le financement participatif qu'on a lancé en mars, ça se passe très bien. Le financement, c'est très très bien terminé. Et là, la sortie en boutique suit un peu la même voie, c'est-à-dire que Dead Crow a été un petit peu surpris et ils sont en rupture éditeur. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a plus le bouquin en boutique, c'est-à-dire que tout est dans les boutiques. Dead Crow n'en a plus. Et donc là, ils ont tout de suite contacté leur imprimeur. Ils sont en train de prévoir la suite, quoi. Mais ça devrait arriver vers novembre, ce qu'ils disent en tout cas. Mais eh ben, génial. N'hésitez pas du coup à vous contacter vos boutiques préférées pour savoir s'ils l'ont encore en stock. Et Ouais. sinon, il faudra un peu attendre, malheureusement. Donc j'aimerais bien revenir sur ton parcours dans un premier temps. Toi, tu viens de l'animation. Oui, quel a été ton parcours finalement? Ouais, moi à la base, j'avais pas du tout prévu d'écrire des livres ou d'écrire tout simplement parce que je fais du dessin. J'ai commencé dans des études plutôt de graphisme, de pub qui m'ont vite ennuyé et je suis parti dans le cinéma d'animation et voilà, j'ai fait mes études là-dedans, j'ai fini par descendre, enfin, je suis du nord de la France, j'ai fini par descendre sur Paris pour l'école, des Gobelins où il y a une formation cinéma d'animation. Et voilà, j'ai travaillé pendant toute ma vingtaine sur des séries animées. Et le soir, je rentrais chez moi et j'essayais de développer mes propres séries. Jusqu'à ce que je rencontre les bonnes personnes, à savoir Axel de la chaîne Jeudi JDR, qui m'a mis au jeu de rôle. Et je me suis dit, waouh, c'est super intéressant comme façon de raconter des histoires. C'est différent du cinéma et de l'animation. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, ça a germé un peu dans ma tête cette idée genre ce que tu n'arrives pas forcément à faire en série, pourquoi pas essayer d'en faire des jeux de rôle. Et du coup, toi, dans le jeu de rôle, j'ai vu que tu étais plutôt du point de vue du joueur, que tu Mhm. préférais ce point de vue. Qu'est-ce que cela change de se placer du point de vue du MJ, du coup, dans cette création d'univers? Quelles sont les difficultés? Bah, en fait, encore une fois, ce qui était assez amusant, c'est que c'est un jeu de rôle que j'ai pas écrit tout seul, que j'ai même pas totalement écrit, puisque, encore une fois, moi je m'exprime plutôt mieux par le dessin. En fait, j'avais tout un fichier de doc, un fichier texte assez mal écrit, mais qui gérait un petit peu les régions principales. Et ça va être John Grumpf et Tricky Toff, qui sont mes deux co-auteurs sur le jeu, qui ont tout étendu. Et donc, même quand on a commencé à discuter entre nous du jeu de rôle,
ce qui était amusant en fait, c'est que c'est John qui s'est beaucoup plus approprié le système et l'a réécrit en partie. Et quasiment naturellement, même si ça a été une construction un peu en bac à sable, où chacun donne un peu ses envies, ses idées, bah, c'est presque John qui a été maître du jeu. Moi qui illustre et donne, on va dire, les visuels, et Tricky qui était plus intéressé par développer les scénarios et les régions qu'on n'avait pas encore visitées. Donc on s'est un petit peu placé comme ça, et d'ailleurs dans nos playtests, c'était souvent John Grumpf qui masterisait le jeu. Donc je l'ai masterisé aussi un petit peu pour forcément, parce qu'il faut quand même que je joue enfin que je maîtrise mon propre jeu. Mais c'est vrai que dans sa conception même, c'est un jeu que j'ai créé euh, pour avoir envie d'y jouer. J'adore en fait que les gens me fassent jouer à mon propre jeu. J'aime bien être dans cette situation-là. Je trouve ça plus agréable. Mais parce que j'aime bien être surpris en fait par les histoires qu'on me raconte. Donc, j'ai essayé de créer une espèce ouais, de canevas, de, de, En de fait, terrain fertile pour que les gens me racontent des histoires là-dedans. tu redécouvres ton univers à chaque fois que tu y joues avec d'autres personnes. Exactement. C'est ouais ouais et c'est en fait moi c'est aussi quand je dis que le jeu de rôle a été une révélation là-dessus, c'est quand tu viens de l'animation, on te demande en fait t'es dans l'entertainment, tu dois en fait proposer une œuvre finie avec un début et une fin et tout un développement. Et en fait, en jeu de rôle, c'est la même logique quand tu crées ton scénario, mais dans l'écriture, c'est assez différent. On cherche plutôt à faire pousser des petites graines. On fait des atlas avec des règles, avec des fronts, avec des menaces qui avancent, et on dit voilà, empare-toi de ça, et c'est une boîte à outils. En fait, tu proposes des outils narratifs. Et quand j'ai découvert ça, en fait, j'avais presque ce plaisir de me dire, on va mettre des outils en place, les gens vont s'en emparer et vont faire encore mieux, ou en tout cas vont faire à leur goût. Et c'est ça qui me fascine dans l'aspect un peu d'oralité aussi. Toi, le jeu, en fait, tu seras pas derrière les gens pour les faire jouer, ils vont jouer eux-mêmes avec ce qu'on leur donne, et ça sera leur propre univers au bout d'un moment. Bah, c'est en fait, on dit souvent des livres que un écrivain, lorsqu'il a fini son livre, qu'il le publie, il le donne au lecteur. C'est encore plus le cas du jeu de rôle, puisque là, on donne carrément l'univers, on lui donne les clés, on lui donne des fois des scénarios, mais on lui dit, tiens, maintenant tu fais ce que tu veux avec, et tu en fais profiter tes joueurs. Ouais, et puis surtout, il y a une vraie dimension active dans le jeu de rôle. Le jeu de rôle n'est pas qu'un livre à parcourir, à lire, et t'as certains suppléments qui fonctionnent comme ça, mais le jeu de rôle, en fait, tant qu'il n'est pas joué, il est... Alors, on peut vraiment avoir un réel plaisir à simplement lire le jeu sans le faire jouer. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'achète des jeux de rôle parfois. Je sais que je ne vais pas y jouer, mais j'ai plaisir à les lire. Mais il y a quelque chose en fait qui va un peu au-delà. C'est que oui, l'objet en lui-même appelle quand même une réinterprétation, appelle un travail supplémentaire de la part des gens qui ensuite vont le mettre en scène. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une aventure sociale et humaine. Exactement. Euh, donc parlons un peu de l'objet livre, en l'occurrence, que j'ai remontré, qu'on a tous les deux. Mhm. Ouais. Magnifique, très illustré. Il y a une illustration par page. Oui. C'est du jamais vu. Ouais. Euh, enfin, c'est un livre que vous avez vraiment soigné. Ça a mis beaucoup de temps du coup à être réalisé, je suppose. Ouais. Comment ça s'est passé pour la réalisation? Ouais. Alors je sais, en plus, là je pourrais d'ailleurs, j'ai vu quelques personnes faire des feuilletages du livre et expliquer que, euh, je ne veux pas dire qu'on a fait quelque chose de révolutionnaire, mais en tout cas que c'était un standard d'illustration qui pouvait mettre d'autres jeux un peu dans l'ombre parce qu'on était plus illustré que d'autres jeux. Ce que je veux rappeler, c'est que du coup, moi je me suis positionné comme auteur-illustrateur du jeu. Donc en fait, au lieu d'écrire, moi j'ai dessiné. Donc ça prend plus de temps, mais j'ai été en gros, j'ai participé au jeu comme si j'étais un écrivain, alors que je me suis positionné comme auteur graphique. Donc en fait, pour moi, il y avait une espèce de folie là-dedans, dans le fait que mon éditeur était ravi, mais quand même soucieux un peu de ma propre santé aussi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je voulais que
ça soit un jeu qui fonctionne autant par les textes que par l'image. Donc, je me suis totalement. En gros, j'ai pas compté. J'ai pas du tout compté combien j'allais faire. Là où quand tu écris un jeu de rôle et que tu vas chercher un illustrateur, tu es dans un rapport qui est quand même un rapport de commande et un rapport marchand. Dire, bah écoute, voilà, j'ai écrit tant de pages, j'aimerais autant d'illustrations, combien ça va me coûter? Aïe, c'est cher, ok, on va en faire un peu moins. Voilà. Moi, c'est l'inverse, c'est mon univers. J'avais John Grumpf et Trikitov en soutien pour l'écriture. Mais derrière moi, il fallait que je montre que visuellement, il était riche, il était dense, etc. Donc il y a eu un côté, j'ai dépensé sans compter. Et donc ça a pris beaucoup de temps, ça a été très fatigant. Mais c'est vraiment ce que je voulais. Parce qu'encore une fois, moi je viens du dessin animé, il y a une philosophie qui est montrer, pas raconter. Dans l'illustration, on met pas des pavés de texte pour expliquer que le royaume il est incroyable, etc. On dessine le royaume et on le montre, et on anime les personnages qui vivent à l'intérieur, etc. Donc moi, c'était important qu'en fait, à chaque fois que la personne elle tourne une page, il se passe des trucs, pas forcément toujours en lien avec le texte, mais même parfois des illustrations. On a fait exprès, en fait, des fois d'être très illustratif et des fois de montrer quelque chose qui tape un tout petit peu à côté, simplement pour te dire et ça continue dans le dessin. En fait, tu as lu quelque chose, mais en fait, dans le dessin, tu peux aussi chercher matière à t'inspirer pour ton scénario. Voilà, donc ça a été sans cesse une espèce de réponse d'aller et retour déjà. Toutes les illustrations n'étaient pas terminées quand on a commencé l'écriture, loin de là. Et en fait, je me suis vachement inspiré aussi de ce que les co-auteurs écrivaient pour y répondre par le dessin. Et quand ils réécrivaient par-dessus, je refaisais des choses, etc. Donc ça a été un ping-pong permanent. Donc ça a été très long, un peu déraisonnable, mais ça donne cet objet-là au final. Et quand tu es arrivé avec l'univers, est-ce que c'est toi qui es allé à la rencontre de Dead Crow? Est-ce que c'est Dead Crow? Parce qu'il existe un fanzine, donc Donjons et Chatons Mini. Est-ce que c'est Dead Ouais. Crow qui a découvert ce fanzine et qui est allé vers toi? Et je vais rajouter une petite question. Est-ce que tu es déjà arrivé avec certaines illustrations, certains peut-être des personnages ou des lieux déjà que tu avais bien en tête et que tu as plus retravaillé? Ou est-ce que c'est au fil du dialogue avec les deux co-auteurs que tu as euh, créé donc tous ces lieux, ces personnages? Ouais. Alors c'est assez dense. Hésite pas, d'ailleurs, en cours de route, je pense que je vais zapper un truc. Il faudra que tu me redises la deuxième partie de la Y a question. pas de La souci. première, la première partie de la question sur Dead Crow, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, à la base, comme je te disais, pendant toute ma vingtaine, j'essaie de faire des séries. Je les pitch dans des festivals, ça marche pas. Bref, ça marche pas. Donc, un peu frustré et sous l'impulsion de Axel. euh, je me dis, le jeu de rôle, c'est super. En fait, je vais faire jouer mes scénarios. Je vais prendre n'importe quel système et je vais faire jouer ça. J'ai pris un des systèmes d'ailleurs qu'avait traduit John Grumpf, qui s'appelait Pits and Perils, que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais fait Donjons et Chatons avec le premier système de Donjons et Dragons style que j'avais sous la main et j'ai fait ça. Et en fait, à force de jouer, j'ai commencé à peaufiner un système à moi qui est devenu la version fanzine. Et le problème, c'est que, enfin, le problème et l'intérêt, c'est que les gens avec qui je jouais étaient des gens de l'animation. C'était mes copains, copines du milieu. Donc au bout d'un moment, en fait, c'est remonté aux oreilles de personnes qui bossent dans l'industrie. Et en fait, c'est comme ça que quasiment simultanément, un copain de copain qui bossait, qui connaissait des gens de Dead Crow, et en même temps un autre copain de copain qui lui bossait dans un studio d'animation, se sont dit le projet est intéressant. Et donc le projet de jeu de rôle, et peut-être qu'on en parlera après, le projet de série animée qu'on a sur Donjons et Chatons, sont arrivés quasiment en même temps. Donc, ça, c'est pour la réponse. En fait, ils sont venus vers moi parce qu'à force de faire jouer, de parler de mon projet dans des sphères de l'animation, c'est remonté aux oreilles de Dead Crow et aux oreilles de Watch Next, le studio d'animation. Et, euh, et par contre, moi, du coup, j'avais déjà du matériel d'avant parce que j'étais en train de tester mon jeu. Au début, par exemple, je me suis amusé sur Facebook à poster des très vieilles recherches qui ont 7 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Et en fait, ça ressemble, c'est Donjons et Chatons, mais tout est en vectoriel, noir et blanc. Ça ressemble à de l'OSR hyper sombre. C'était, à l'époque, je jouais avec des systèmes assez durs, assez gritty, donc les personnages pouvaient vraiment mourir dans d'horribles circonstances. Enfin, c'était pas du tout, j'avais pas du tout encore imaginé le côté mignon de l'univers et tout. J'étais vraiment dans, en fait, je jouais à Donjons et Dragons, mais tout le monde c'est des petits chats et
C'était pas du tout la J même j'ai vibe. Non, pas du tout la même vibe. Mais parce qu'en fait, je testais des choses et en fait, en jouant, je me suis rendu compte que des fois, je présentais des PNJ qui étaient des oiseaux, des trucs comme ça. Et en fait, les joueuses voulaient les croquer. Et je me suis dit, waouh, ah, je dois jouer. Oui, je dois gérer la prédation, j'y ai pas pensé. Donc, la règle que tu disais au début, un animal qui parle ne mange pas un autre animal qui parle. Comme c'est une règle, elle peut être transgressée, mais par les pires ordures de l'univers. Mais c'est une règle. Donc, vous pouvez la transgresser, mais si vous le faites, c'est quelque chose de terrible. C'est un tabou. Donc voilà, donc ça m'a permis en fait, il y a eu en gros, le projet il est en gestation depuis 6 7 ans à peu près. Il est issu comme ça d'une idée de série qui a été, de série animée que j'ai pas réussi à monter au départ et qui peut-être se remontera un jour. Et la conception du livre, elle a commencé plus vers, il y a 4 ans à peu près, 3 4 ans. Donc j'avais déjà un peu de matériel graphique, mais beaucoup de choses en fait ont été, redessinées, repeintes, réimaginées, parce qu'il y avait aussi des recherches qui étaient très antérieures, sur des tons qui étaient très différents. Mais on retrouve quelques illustrations dans le... Par exemple, tout ce qui se passe autour des chiens de la casse est arrivé assez tôt. C'est quelque chose qui est venu Oui, assez tôt dans l'univers. oui, Parce que c'était un peu les méchants, les bad guys, donc eux, ils étaient là depuis quasiment le début. je me suis fait la réflexion en regardant le fanzine, je me suis dit tiens ça c'est très familier. Ouais, le Euh, plan de la casse a quasiment pas changé. ensuite, je me disais, donc Donjons et Chatons, tu nous as dit c'est pas du tout la même vibe qu'au départ. Maintenant on est dans une vibe très mignonne, feel good, même s'il y a un arrière-plan plus sombre. C'est un, enfin, c'est un public, le jeu est classé sur la quatrième à partir de 7 ans. Donc si j'ai bien compris, c'est à partir de 7 ans joueur et à partir de 10 ans meneur plutôt, une dizaine d'années meneur. Plutôt, ouais. Du coup, quand est-ce que est venue l'idée de viser un public aussi large? Alors, là-dessus, c'est... moi, c'est toujours un truc qui est compliqué. En gros, je travaille pour l'animation jeunesse. Dead Crow était aussi demandeur d'un jeu un peu plus jeunesse, parce qu'ils sont quand même connus pour des univers assez sombres, ou en tout cas des jeux assez matures. À part les écureuils attaque, pour parler Oui. un peu de Dead Crow, ils ont donc dont j'avais fait la couverture, qui était un peu notre première collaboration pour voir si on s'entendait bien, tout Ah, ça. je savais pas Euh, que c'est toi qui l'avais fait alors. Si j'ai pas fait l'illustration intérieure, j'ai juste fait une pige. À l'époque, on commençait à discuter de Donjons et Chatons. Ils m'ont dit ah bah on a un jeu. Et en fait, c'est moi qui les ai un peu dirigés vers le format carré sur les écureuils attaque. Et c'est pour ça que j'ai dit, parce qu'en fait, moi, j'ai prévu de le faire en carré, celui-là. Donc, je me suis dit, comme ça sera bien pour vous, sur l'étagère, ils seront au même format. Ils sont Moi, je accrochés savais sur que je la voulais faire... bibliothèque. Exact. Je voulais faire ça, et ça a un autre sens, c'est que je suis un extrême fan de la bande dessinée et du jeu de rôle Les Légendes de la Garde, où tu joues des petites souris. Et toutes ces BD sont format carré. Donc, c'est de David Peterson. Et donc, je voulais que mon jeu soit au même format que Les Légendes de la Garde, Mouse Guard en anglais. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le format carré. Et je suis en train de me perdre sur ta question. Tu vois, j'ai glissé déjà. C'était quoi déjà? C'était comment c'est venu l'idée du public aussi large, de toucher aussi Oui, la jeunesse? ouais, c'est ça. Donc en fait, Dead Crow voulait un jeu un peu plus jeunesse et une création. Et moi, j'ai l'habitude dans la série qu'on me parle souvent des cibles. Parce que quand tu vends un projet à France Télévisions ou à n'importe quel diffuseur, on te parle toujours de cibles. Moi, c'est compliqué parce que j'évolue dans un environnement ouais, de Parisiens trentenaires, en gros. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans mon environnement. Donc, en fait, je joue plutôt avec des adultes et je me dis toujours que j'essaie de faire des projets qui vont parler aux enfants. En tout cas, je fais un pas vers eux, mais je me sens jamais trop légitime, tu vois, de dire ah mon jeu il est parfait pour les 7 8 ans, tu vois, il tombe tout juste, tout pile. Donc clairement, moi je dis toujours alors après Tricky Toff et John Grumpf, eux ont vachement réfléchi à ça et pareil pour la série animée, on a vachement il y a plein de gens derrière qui ont regardé un peu le niveau de de côté un peu hein, qui fait peur sur certains aspects ou est-ce que c'est trop cucu, est-ce que c'est trop sur d'autres, voilà, on essaye de doser ça. Moi à chaque fois je me dis juste il n'y a pas de cible, juste j'essaye de parler à l'enfant intérieur qui est en moi et de pas le prendre pour quelqu'un de bête et de lui proposer quelque chose de chouette. Donc comme tu le dis en fait le jeu, on a
Le jeu en fait commence vraiment dans ce côté mignon, royaume des chats. La feuille de perso, elle est attrayante. Il y a une statistique, c'est costaud, malin, mignon. Donc au niveau des termes utilisés, on va être sur quelque chose d'assez enfantin, d'assez jeunesse. Et on a quand même derrière un univers qui commence à tirer gentiment au bout d'un moment vers le post-apocalyptique, vers des thèmes qui peuvent faire un petit peu peur, parce qu'on est quand même des enfants en errance dans un monde un peu trop grand pour nous, qui est pas vraiment à notre échelle, etc. Donc il y a ces thèmes-là qui rentrent et qui vont forcément un petit peu assombrir l'univers. Donc voilà, pour retomber un peu sur mes pattes, je dirais que moi j'essaye de pas trop réfléchir en termes de cible, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi qui arrivent à repérer des choses comme ça, mais je me suis pas trop posé la question. Je pense qu'assez naturellement, je vais vers ce genre d'ambiance, c'est-à-dire des trucs enfantins, mais avec un twist. Et enfin, ouais, par exemple, dans les références du jeu, il y a une série animée que j'aime beaucoup qui est Over the Garden Wall. Et je pense qu'en termes de ton, c'est un peu exactement ce que j'avais en tête. C'est censé être une série pour les petits. Mais il y a vraiment des épisodes qui sont limite épouvantes, avec des trucs un peu. Voilà, qui font un peu frémir. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est- voilà, le but, c'est pas de terroriser les gens, mais, mais de les amener quand même vers un truc un peu aventureux. Et oui, justement, ce Voilà. côté aventure, enfin, il y a moi, les 2 aspects qui m'ont marqué quand j'ai, regardé le jeu, que je l'ai lu pour la première fois, c'est effectivement ce côté aventure et ce aussi le côté, amitié, le côté social, qui est mis en avant, dans le groupe de joueurs. J'ai trouvé que enfin, ça m'a directement fait penser à Ryutama, notamment la voix du dragon bleu, la voix de l'amitié, du social. Est-ce que enfin, tes sources d'inspiration, elles sont notées dans le bouquin, mais Mhm. comment tu les as réemployées? Qu'est-ce que tu retiens dans une inspiration? Est-ce que ça va être une ambiance? Est-ce que ça va être le caractère d'un personnage? Est-ce que ça va être, un détail? OK. Je pense que t'as quasiment tout dit. En fait, il y a des jeux qui m'ont... Quand je me suis intéressé aux jeux de rôle, donc à peu près en même temps que j'ai commencé à écrire Donjons et Chatons, hein, ça a été très rapide. Voilà, moi j'ai découvert le jeu de rôle il y a 7 ans, 6-7 ans. Avant ça, je faisais que du wargame et j'en avais un peu marre du côté très compétitif du wargame. Et le jeu de rôle, j'ai adoré le côté collaboratif. Et en fait, on m'a, je vais beaucoup le citer, il va avoir les chevilles qui gonflent, mais mon cher Axel m'a emmené pour la première fois dans une boutique de jeux de rôle. Au bout d'un moment, je vais dire en fait c'est trop bien, il faut que j'achète des bouquins, que je commence à m'intéresser à ça. Et mes premiers jeux de rôle vraiment que j'ai acheté en physique dans une boutique, ça a été le même jour, Les Légendes de la Garde et Ryutama. OK. Donc j'ai lu Les Légendes de la Garde et Ryutama, et en fait je pense que le côté hyper sombre des Légendes de la Garde, c'est un jeu c'est vraiment de la low fantasy où tu joues des souris dans un univers où tout est trop grand pour eux. T'as une souris en face de toi, il y a un serpent, c'est comme un dragon en fait le truc, ça fait vraiment peur. Et donc je pense que d'un côté, ce côté anthropomorphe où t'es tout petit et tu galères dans un monde qui est vraiment pas à ton échelle de Les Légendes de la Garde. Et à côté de ça, le côté ultra feel good, très JRPG. Moi, je suis un grand joueur de Final Fantasy et de Dragon Quest, de Ryutama. Ça a vraiment fait un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, ouais, c'est ce genre d'ambiance que je veux capter. Et il y a un troisième jeu qui a parachevé ça, qui lui, en fait, est un jeu que j'ai trouvé très très bien écrit, assez horrifique, donc un truc que moi j'aurais pas été, qui s'appelle donc Libreté de Vivien Féasson. Il est aussi dans les influences du jeu. Il y a encore d'autres jeux et chacun a un peu sa petite histoire là-dessus. Mais Libreté, ça a été un très très grand coup de cœur. C'est un jeu où on joue des. On pourrait dire que c'est un peu un Silent Hill avec des enfants. En gros, l'idée, c'est qu'on joue des enfants perdus. À un moment, dans un centre commercial, ils se perdent, etc. Et tu te retrouves dans un monde où il n'y a plus personne, à part une pluie quasiment perpétuelle et d'autres enfants perdus. Et de la pluie, il y a des monstres qui sortent, qui s'appellent les sirènes de l'averse, et qui viennent te traquer. C'est un jeu, c'est vraiment, ça fout vraiment les chocottes, hein. C'est des thèmes très durs, mais il y avait quelque chose sur un côté post-apo, errance, et, et c'est un jeu qui est sublime, vraiment, dans son écriture, dans son approche. Et moi, je trouvais qu'il y avait une espèce de mélancolie folle,
Le bouquin est à moitié écrit comme des carnets d'enfants qui sont peut-être sortis de cette averse et ont retrouvé le monde réel, cette espèce de monde, ils sont sortis de ce monde alterné qui fait du coup un peu penser à Silent Hill. Voilà, c'est un jeu qui m'a marqué, qui lui est beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre. Et je me suis dit, voilà, j'ai ce côté anthropomorphe, chevaleresque, incroyable de Mouse Guard. J'ai ce feel good, ces moments de campement, je me réchauffe au coin du feu avec toi, d'Ori Utama, ce côté ouais, feel good japanime. Et ce truc un peu d'enfant perdu sous la pluie de Libreté. Et je pense que c'est vraiment la trinité qui a commencé à faire germer un univers personnel là-dessus, et celui de Donjons et Chatons du coup. J'ai noté toutes tes références parce que ça m'intéresse grandement. Alors, Euh, si Libreté t'intéresse, donc Libreté c'est très très bien. C'est un système qui ressemble un petit peu à Apocalypse World, à Dungeon World, donc propulsé par l'Apocalypse. Mais si tu préfères un peu plus le système D20 Donjons et Dragons, il a un jeu plus récent qui s'appelle Explorateur de Bruine. Il fait toujours des jeux de mots oui, ça un me peu parle. enfantins. Explorateur de Bruine, c'est un jeu fabuleux. C'est à peu près le même univers que Libreté, mais plus avec des règles de old school Donjons et Dragons. Et la maquette, donc c'est toujours de Vivien Féasson, la maquette et les illustrations sont réalisées par Willy Cabourdin. Et c'est, selon moi, un des plus beaux jeux de rôle sortis récemment. Voilà. J'étais très stressé quand on a commencé à maqueter Donjons et Chatons, parce que je considère vraiment qu'Explorateur de Bruine est un jeu graphiquement exceptionnel, et qui tient aussi bien graphiquement qu'en termes de texte. En fait, il y a une espèce de cohérence folle. Donc, ouais, je t'encourage vraiment à regarder ce que fait Vivien, c'est incroyable. J'ai regardé ses écrits de recherche pour l'instant, mais je regarderai aussi ses écrits plus ludiques. Bonjour à toutes les personnes qui ont rejoint et qui ont Bonjour. commencé à parler sur le chat. On va retourner un peu plus sur l'univers même donc de Donjons et Chatons. Donc on joue des chatons, mais pas que. Qu'est-ce qu'on joue du coup dans Donjons et Chatons? Donc dans Donjons et Chatons, on commence à l'Arbre à Chat, qui est le royaume des chats principal. Donc c'est une espèce de grande construction immense où vit le roi Walter, qui est comment dire, un véritable salopard. Le roi Walter, c'est pas quelqu'un de très fréquentable. Et donc en fait, quand on va créer son chaton, on va souvent commencer par un chaton du royaume. Donc il y a on parle pas de classe dans ce jeu, mais plutôt d'enfance. Donc on va avoir 6 enfances qui font partie du royaume. Donc ils vont du jeune noble au chaton marchand, au chaton abandonné, un peu le chaton de Gouttière, etc. Donc tout ça, c'est un peu on va dire les urbains, ceux qui viennent un peu de cet endroit-là. Ensuite, donc ça, c'est les 6 enfances du royaume. En tout, il y en a 18. Donc, il y en a 6 du royaume. Il y en a 6 qui sont appelés les bizarres. Alors, évidemment, ils sont bizarres par rapport à Walter. Peut-être parce que, en fait, c'est un contre-pouvoir potentiel. Donc, en fait, c'est des chatons qui vivent avec leur famille un peu en dehors de l'arbre à chat. Ils sont toujours dans le royaume des chats, mais ils sont pas dans cette espèce de mégalopole centrale qu'est l'arbre à chat. Et c'est là qu'on va retrouver les miages, donc les petits miagiciens qui possèdent des sortilèges. On va retrouver les miaoumi, qui sont des drôles de chatons avec des bandelettes, etc. Mes petits préférés qui sont les châtaignes, qui sont un peu des chatons qui vivent dans les marais. C'est un peu ma réécriture du barbare, qui est ma classe préférée de Donjons et Dragons. Donc les châtaignes sont un peu... En fait, à force de se rouler dans la boue et dans les feuilles et dans les branches, ça leur fait une espèce d'armure de boue. Ils ressemblent à des cosses de châtaignes. En fait, ils piquent, ils sont pas très... Voilà. Donc mais ils sont hyper sympas. Ils sentent juste un peu la vase, mais voilà. Et comment dire, pour amener dans le jeu les gens un peu perdus, les joueuses perdues qui n'apprécient pas les chats, il y a 6 autres animaux. Donc on peut jouer des chiots, des moineaux, des choupissons, le poisson chaton, qui est un peu une espèce d'axolote bizarre. Donc voilà. Donc ça, en fait, du coup, vous allez avoir 18 enfances à choisir pour créer votre personnage. Sachant que régulièrement, avec un ami streamer et youtubeur, on en crée d'autres, il s'appelle Monsieur Alceste. On en a créé d'autres. Et les enfants sont pas des... C'est pas très numéroté. Il n'y a pas des bonus, des plus 2 en machin, des moins 0 en truc, etc. C'est assez facile à réécrire. En fait,
c'est plus narratif que mathématique. Donc a priori, vous allez être capable de, une fois que vous allez commencer à jouer, vous allez pouvoir écrire vos propres enfances assez facilement pour développer un peu plus ça. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on joue. Euh, et en général, voilà, on part d'une enfance et puis on va créer son petit personnage qui sera souvent un chaton du coup, mais pas toujours. Tout à l'heure, tu nous as parlé du coup d'une influence, les miages. Donc il y a de Mhm. la magie qui est accessible Ouais. à tous les chatons, même si les miages en ont un peu plus. Pourquoi faire intervenir du coup cette magie dans l'univers? Alors en fait, on touche un petit peu au, pas dire au secret, mais en fait, on est dans un univers post-apo dans lequel des animaux ont fait civilisation. Et j'avais envie de les marquer un petit peu de façon forte en termes d'ambiance. Donc pour moi, les chats sont une espèce de Moyen Âge magique. Un petit peu steampunk, mais ça reste une espèce de Moyen Âge magique. Les chiens sont dans un post-apo Mad Max fait de rouille, de ferraille et de bruit. Oui. Et les rats, c'était un peu ma trinité de travail, même si on explore aussi d'autres peuples, eux sont dans une espèce de côté très donjon, exploration, des égouts et des caves. Et eux, en fait, s'intéressent beaucoup à l'électricité. Donc il y a un petit côté un petit peu savant fou chez les rats, on pourrait dire, ou en tout cas, c'est un peu Last of Us, les rats. Tu vois, ils ont des lampes frontales, ils se baladent dans les centres commerciaux, ils essayent de trouver ce qui reste à récupérer. Eux, en fait, ils vivent vraiment sur les couches de ce qu'il y a eu avant. Ils se sont installés sous la terre et de temps en temps, ils remontent à la surface. Et eux, c'est vraiment la partie, ouais, on va dire Last of Us, Walking Dead, comme on pourrait l'imaginer. Les chiens, c'est vraiment Mad Max. Et les chats, c'est cette espèce de Moyen Âge magique qu'on pense imaginer au début comme étant ouais, cet univers de fantasy magique anthropomorphe classique. Mais comme on se rend compte que tout autour, il y a plein d'autres civilisations et qu'elles vivent pas pareil, ça clash, c'est un peu intéressant. Et ensuite, pour parler de la magie en tant que telle, ça a été un vrai choix, qui sera un peu différent d'ailleurs par rapport à celui de la série animée. On a fait des adaptations entre les deux. C'est qu'on a choisi d'avoir une magie qui est assez usuelle. Là où effectivement les autres peuples comptent sur la forge et le feu chez les chiens ou sur l'électricité par exemple chez les rats, les chatons eux, en fait et les chats ils utilisent vraiment la magie pour quotidiennement pour s'illuminer, pour se protéger les mains avant de travailler le cuir ou de travailler le fer. En fait, ils ont une petite magie usuelle. C'est pas une magie où on lance des boules de feu, on se téléporte et on fait des trucs de fou. C'est une magie qui est plus quotidienne, qui est plus infusée dans leur société, qui peut d'ailleurs faire un peu penser à la gestion de la magie dans Ryutama, d'ailleurs. Oui, je vois. Je vais partir un peu sur le système de jeu. Mhm. Euh, on a déjà, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le fanzine, c'est un système qui est homemade à la fin, enfin, tourne vers le homemade. Dans le jeu, du coup, publié chez Dead Crow, c'est le 3D6 système. Pourquoi avoir opté pour ce changement de... Parce qu'on avait les droits. En fait, le système du fanzine, il répondait à une envie d'avoir le plus de dés avec des faces différentes. Parce que je commençais le jeu de rôle, et pour moi, ce qui était fascinant, c'était d'avoir plein de dés à 8 faces, à 4 faces, à 12 faces, à 20 faces. C'était merveilleux. Et j'aimais beaucoup le système de Ryutama. Dans Ryutama, en fait, Oui. de mémoire, tu mets deux caractéristiques ensemble. Chaque caractéristique, elle est numérotée par une valeur qui est son dé. Donc, par exemple, j'ai 6 en force et j'ai 8 en intelligence. Je sais plus, c'est intelligence, vigueur, vitesse. Non, je sais plus. Bref, en gros, dans Ryutama, les caractéristiques sont dictées par une forme de dé. On prend le dé en fonction de la caractéristique, on lance toujours par paire de deux caractéristiques et on additionne ces scores et ça nous dit si on a dépassé la difficulté. Donc je prends le D6, le D8, je les lance, je fais 14 et c'est au-dessus de la difficulté, donc merveilleux. 14, j'ai fait un joli score d'ailleurs. J'ai fait le max, donc bravo. Euh,
Donc voilà, j'ai fait un très joli score, donc bravo, tu as gagné, super. Et donc moi j'aimais beaucoup le système de Ryutama, je voulais avoir plein de dés à plein de faces, donc j'avais pris ça. Et comme j'ai trouvé que c'était un peu compliqué d'additionner les chiffres, parce que je voulais déjà faire un truc plus simple, j'ai piqué une autre règle, qui est celle de Savage World, qui est en fait il faut faire 4 ou plus sur n'importe quel dé. Donc en fait quand tu as un dé 4, c'est un peu compliqué de faire 4. Quand tu as un dé 12, normalement 4 et plus c'est plus facile. Oui, Donc le système du fanzine, c'est tout simple, c'est tu prends ta 5 caractéristiques, tu prends un duo de 2 caractéristiques, tu lances les dés associés, tu essaies de faire 4 ou plus, et c'est tout. d'accord. C'était ça le principe du fanzine. Donc ça, c'est vraiment mon bricolage entre Savage World et Ryutama, parce que c'était ce qui me passait sous la main à ce moment-là, et que ça cochait un peu toutes les cases. C'est lecture directe, il n'y a pas d'addition à faire, on utilise plein de formes de dés bizarres. Euh, c'est relativement facile parce qu'il suffit de dire aux gens, tu vois, tu fais 4, 5, 6 et plus, et c'est réussi. Si tu fais en dessous, c'est raté. Euh, voilà, ça a suffi à faire mon bonheur. Et quand il s'agit de travailler avec Dead Crow, là, il y a eu un vrai choix intéressant. C'est que Dead Crow, en fait, sont assez copains avec d'autres studios, avec Rise Dead, avec Batro Game, et ils connaissent aussi très bien d'autres éditeurs français. Donc, en fait, quand ils ont... Dead Crow, en fait, a participé, même si c'est Rise Dead qui édite, ils ont fait Bitume chez Rise Dead. Et Bitume, c'est avec le Chronique oublié de Black Book, qui ressemble au système de Donjons et Dragons. Oui, Donc en fait, quand on a proposé Donjons et Chatons, ils se sont dit est-ce qu'on prend Chronique oubliée pour le faire, Chronique oubliée mini. Et c'était un choix intéressant parce que on avait le D20, on faisait un gros appel du pied à Donjons et Dragons. C'était finalement logique en fait de prendre les règles de Donjons et Dragons simplifiées pour faire Donjons et Chatons. Et en fait, j'ai réfléchi un peu, j'étais pas tout seul, hein, c'est François de Dead Crow aussi qui m'a soumis un autre système qui est celui le 3D6 qui sert à motoriser Aquablue et qui a aussi motorisé bien avant INSMV, In Nomine Satanis et Magna Veritas, qui est un ancien jeu de Croc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un système qui a connu plutôt des jeux, on va dire, assez matures, assez adultes. INSMV et Aquablue, c'est pas du tout des jeux pour enfants. oui. Euh, et en fait, moi, je l'ai trouvé, quand je l'ai lu dans Aquablue, j'ai trouvé qu'il était super bien pour jouer avec des petits. Parce qu'en fait, il demande que des D6, donc il n'y a pas besoin de repasser à la boutique parce qu'on a oublié d'acheter les bons dés. On lance jamais plus de 4 dés dans ma version. Normalement, on en lance 3, on peut monter à 4 et c'est tout. Ce sera maximum 4. Donc en fait, dans une petite main, 4 dés, c'est encore prenable. On n'est pas sur les grosses poignées de dés qu'on peut avoir dans Shadowrun ou même dans le système de Alien, Tales from the Loop. Le Year Zero, Oui. ça peut aller assez vite au niveau des poignées de dés. Là, on sera toujours sur 4 maximum. Et enfin, c'est pas une addition comme Star Wars D6. Dans Star Wars D6, tu lances des D6, il faut tous les additionner entre eux, c'est compliqué. Là, en fait, c'est sous une qualité. Donc, je me suis dit, ok, ça coche en fait tout ce que j'aime. Une petite poignée de dés, des dés qui sont facilement trouvables dans la boîte de Monopoly, et aucune addition pour faire aussi un peu écho à l'intention que j'avais dans la version mini. Donc, c'est à ce moment-là en fait que j'ai mis un peu mon dévolu sur, euh, sur ce système 3D6. Et en plus, je trouvais que ça sortait un peu aussi du gimmick de Donjons et Dragons. Je me suis dit comme ça, au moins, on propose vraiment quelque chose. Ça a été pensé de bout en bout. On respecte Donjons et Dragons. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime tous ces clones aussi. Je trouve que c'est un jeu qui met en scène l'aventure de très jolie façon. Très, très joliment. Mais j'avais aussi envie que le jeu, même s'il lui fait un clin d'œil et un hommage, il ait sa propre vie et sa propre direction, en un sens. Donc, je me suis dit que c'était bien de pas prendre le même système. Non, bah, super intéressant. Bah, du coup, il y a le système, on parle des dés, mais il y a bien sûr pas que les dés. Dans un système, il y a Mhm. notamment la création de personnages. Vous avez opté pour une création de personnages très guidée. Mhm. Par exemple, mais on va le voir de toute façon en faisant la fiche, mais pourquoi autant guider la création? Alors, pour moi, elle est guidée, mais elle est simple. Après, en fait, ça, c'est un peu un hommage que j'ai aussi voulu faire par rapport à Donjons et Dragons et à sa old school, en tout cas. C'est-à-dire que donc John Grumpf, qui est un de mes co-auteurs et qui a largement revu le système et qui a
harmoniser beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très bon dans les systèmes old school. Il publie beaucoup de jeux de rôle qui sont des hommages à Donjons et Dragons, mais dans ce qu'on appelle l'OSR, dans le Old School Revival. Et en fait, quand tu joues old school, tu as souvent tendance à avoir plein de tableaux pour générer aléatoirement des trucs. Euh, et c'est quelque chose que moi j'aime toujours proposer. euh, parce que en fait, je trouve que. Enfin, je sais pas si c'est ça dont tu parles quand tu dis que c'est guidé, mais pour moi c'est toujours important de pouvoir se dire que quelqu'un qui n'a aucune idée, elle peut lancer des dés, et en fait la personne Mmh. récupère un personnage qui sera un peu. C'est un peu comme une rencontre en fait. Tu lui dis, bah voilà, en fait, regarde, ça c'est ce bonhomme-là, il a tel et tel attribut, il est, il vient de tel endroit, etc. Et ça peut faire naître créativement des choses. Donc on a choisi d'être comme ça. Aussi, ouais, en fait, je pense qu'on n'est pas tous capables de se plonger directement dans un univers. Et en fait, le fait parfois d'être un petit peu guidé par le hasard, c'est pas mal. Donc voilà, je pas. euh, ouais, j'ai pas pensé forcément beaucoup plus loin que ça, mais c'est vrai qu'on a fortement guidé les choses, parce que bah, je pense même aussi que quand tu joues avec des jeunes enfants, c'est peut-être pas mal aussi de faire quelque chose d'assez procédural, en disant voilà, tu commences par ça, ça, à la fin t'as ton personnage. Donc ouais, là-dessus. Ah, et justement aussi dans les guides, et ça je le trouve, enfin j'y trouve très bien, je trouve que Donjons et Chatons, c'est un très bon jeu pour les personnes qui connaissent le jeu de rôle et qui l'aiment, et aussi pour faire découvrir, parce que je pense au livre de la conteuse, donc la conteuse c'est la meneuse dans Donjons et Chatons, et au livre de la joueuse, c'est deux livres de conseils, des conseils qui peuvent paraître évidents quand on est habitué au jeu de rôle, mais c'est des, conseils qui, aident, à commencer aussi, à rassurer, à se lancer. Exactement. Bah, c'est comme ça qu'on les a conçus. Il y en a même un dernier, mais j'ai peur de. Je crois que c'est le grand livre des aventures à la toute fin, qui arrive. Ah non, c'est conteuse. Alors, non, je dis des bêtises. Alors, c'est joueuse, conteuse. Ah, Il y en a un dernier. Ouais, c'est celui-là qui s'appelle Le Grand Livre des Aventures, qui est vraiment à la toute fin et qui c'est un tout dernier. Alors ça, c'est trois livrets en fait qui séparent à chaque fois les chapitres. C'est à l'initiative de John Grumpf, c'est écrit par lui et c'est des articles vraiment de conseils, mais qu'on a essayé de. On n'essaye pas de ramener les gens à l'école, quoi. oui. C'est vraiment juste pour essayer d'expliquer comment nous on a tendance à mener le jeu, comment on pense que il faut pas s'en faire tout un pataquès d'une partie de jeu de rôle. C'est pas en général les gens ils vont pas être mécontents parce qu'ils ont joué au jeu de rôle. Vous allez pas perdre des amis parce que vous êtes trompé dans la règle page 32, hein, on s'en fiche. Donc voilà, c'est surtout des articles qui ont cette vocation-là. Et puis surtout, on s'est dit, le jeu de rôle, en fait, il y a un truc que moi, qui me pose souci avec le jeu de rôle en général, c'est que beaucoup de gens autour de moi ne s'y mettent pas parce qu'ils ne connaissent pas un meneur ou une meneuse qui va les amener dans le jeu. Typiquement, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré une personne qui était vraiment fan de vampires, fan de sombre, fan des jeux de Grumpf même. Et donc, il m'a mis au jeu. Mais je me suis dit, moi, ce que j'aimerais vraiment idéalement, c'est qu'en fait, c'est une personne qui va dans sa boutique de jeux de société ou qui va à Cultura, même peut-être un jour ce sera à Cultura, j'en sais rien. Il prend le bouquin parce qu'il le trouve chouette et il se dit, bah ça ressemble à Donjons et Dragons, mais ça a l'air de me parler plus, je sais pas, tu vois. Euh, En fait, il y a à l'intérieur du matériel qui va pouvoir un peu démystifier, en un sens, le jeu et pas le laisser dans le flou. Parce que je pense que si tu donnes juste des règles du jeu et des scénarios, Oui. tu rates un peu ton coup. En fait, on s'est dit que ça allait probablement être le premier jeu de rôle de certaines personnes, et a priori c'est le cas. Les retours qu'on a à Octogone, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui se lancent avec. Donc on s'est dit qu'on se devait quand même d'être pédagogue sans être lourd. Voilà. On a essayé en tout cas. 2 petites questions pour terminer, sur, la suite. Donc il y Mhm. a la série, qui est en Ouais. développement.
dont Ouais. le teaser, est d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai connu Donjons et Chatons, c'est je suis tombée sur le teaser de la série par un miracle, je ne sais lequel, et j'ai découvert que c'était un jeu de rôle. Je suis allée sur le crowdfunding qui était terminé, j'étais dégoûtée. Et après Pourtant, j'ai acheté je l'ai crié sur tous les toits. J'ai ah, crié sur c'est tous les toits que je malheureux. faisais le jeu. On se connaissait pas. Mais du coup, la série, Hmm. elle est en développement, c'est sûr, ça Ouais, c'est ouais, elle est en développement. Donc la série se fait avec le studio Watch Next. Le truc amusant, donc comme je disais, c'est qu'en fait la série et le jeu de rôle ont démarré à peu près en même temps. En fait, il y a pas c'est pas une adaptation de l'un par l'autre. En fait, c'est vraiment moi qui pousse la porte des deux studios avec ce projet et qui le pitch. Donc l'originalité, c'est que ça va être deux projets qui sont frères et sœurs, hein, qui sont cousins, mais c'est pas des clones. Donc quand je l'ai pitché, il y a des choses qui ont été retenues par les auteurs du jeu et qui n'ont pas été retenues par ma scénariste. Et il y a en même temps énormément de points communs qui fait qu'on est bien dans le même univers. Mais c'est en fait la série, on pourrait imaginer que c'est une campagne particulière faite par quelqu'un qui a lu le livre, qui a trouvé ça sympa et qui a décidé d'explorer ce qu'il avait envie d'explorer dans cet univers. Donc pour l'instant la série ça avance bien. On a donc Mélanie Duval qui est la scénariste arrive vers la fin de l'écriture. Donc on a tout l'arc de la saison 1. On a potentiellement on est en train de il faut que je lise d'ailleurs les derniers textes. Désolé Sylvain, je suis en retard. Euh, euh, En fait, on a prévu ce qui se passe après. Donc l'idée, c'est que ça va être une série feuilletonnante, donc les épisodes se suivent. Si je dis pas de bêtises, c'est 12 ou 13. 12 ou 13 fois 22 minutes. J'oublie toujours ce format parce qu'il est un peu étrange. Donc c'est des épisodes de 20 minutes. Il y en a une dizaine comme ça. Et on a l'idée derrière de ce qu'on veut faire en saison 2. Donc voilà. C'est en développement. Le teaser, on l'a fait cette année, en début d'année. Là, on est en train de voir comment on procède pour le dur, quoi, pour vraiment les épisodes qui arrivent. Il reste encore quelques petits détails d'ordre ok, où sont les sous. Il y a encore des choses à gérer. Mais voilà, on a déjà une partie des diffuseurs qui sont trouvés. Le teaser, a priori, a fait mouche. Donc, on va probablement, j'espère, trouver tout le budget pour faire comme on a envie de le faire, pour pouvoir prétendre au niveau d'animation qu'on veut, etc. Et, euh, et voilà. Voilà. bah, Donc, projet à suivre. pardon? J'ai dit projet à suivre. Oui, oui. En tout cas, moi, je le suis. Je le suis. Non, mais Je le suis de. En fait, en ce moment, comme je suis plus exactement dessus parce que je suis sur un autre projet de série en même temps. Mais là, ouais, pour l'instant, c'est vraiment entre les mains de la production, de mon co-réalisateur Jérémy Guiter, que je remercie encore parce c'est lui qui a fait un travail de fou sur le teaser. Il a tout compris à l'univers, c'est incroyable. Donc ouais, là c'est vraiment, on est encore en fait on est un peu vraiment dans la transition entre, on a fait un développement, ça marche bien, maintenant il faut qu'on commence à mettre les éléments en place pour lancer la production. Donc je pense au courant de l'année prochaine, quoi. bah, génial. Moi, j'ai hâte en tout cas de la regarder. Le teaser, il donne un bon aperçu, un bon avant-goût, je pense. Ouais, ouais, je pense, je l'ai revu, forcément, nous on l'a fini en juin, donc quand je l'ai revu à la fin de l'été, j'étais content parce que Euh, pour en parler un petit peu, je trouve que c'est cool. Je suis toujours étonné de ce qu'on a fait, dans le sens que on n'a pas fait une série. Tu vois, si c'était une série sur les chats, on s'attend dans un teaser à ce que les personnages sautent partout, qu'ils fassent des trucs un peu acrobatiques et tout. En fait, je me rappelle qu'avec Jérémy et puis les artistes Brendan et Théo, on a fait vraiment ça. Et en fait, on s'est vraiment dit, non, en fait, les Donjons et Chatons, la série, c'est vraiment Sam et Frodon qui en chient dans le Mordor. Et c'est lourd, et c'est dur, et c'est compliqué. Et je revois le teaser, je dis, c'est vrai qu'il est lourd quand même. L'ambiance, elle est un peu dure. Tu sens que les capes, les vêtements, ils sont lourds. Et ils sautent pas trop partout, les petits chats. Tu vois, ça a l'air d'être Oui. compliqué quand même, cette quête. Et
Du coup, j'aime bien. Je pense que le ton est cool, mais en revoyant le teaser, je me dis: «Ah ouais, on n'a pas menti sur l'idée», et ça peut peut-être donner aussi un peu l'idée, pour les gens qui connaissent pas encore le jeu de rôle. N'hésitez pas à regarder le teaser sur YouTube, donc de Oui. Dungeons and Kittens, Donjons et Chatons. Ça vous donnera un peu le ton qui peut être un peu doux amer de la série, et pas forcément que du mignon petit chaton, quoi. J'ai mis le lien, du teaser, on a fait une belle commande donjons et chatons, donc j'ai remis le lien, Nice. en avant. Et donc, autre question pour la suite, est-ce qu'il y aura des extensions à ce jeu de rôle? Est-ce que à ce jour, est-ce que c'est prévu? Alors, bah ça, je parle sous aucun contrôle parce que évidemment mon éditeur est pas là. Il y a plein de choses de prévues. Moi, il m'a dit que j'allais être assez occupé ces prochains mois, voire années, parce que bah, ça marche bien. Je vais pas trop détailler, mais ouais, il y a des textes qui tombent et puis moi je reprends un peu le dessin quand j'arrive à trouver du temps, parce qu'encore une fois, je travaille sur une autre série animée, donc le soir et les week-ends, je prends ma tablette et je continue à dessiner un petit peu. Donc ouais, on prévoit des choses assez cool. Je suis très très content. Mais du coup, ouais, je suis pas sorti de l'auberge. Il fallait pas préco autant de jeux là, parce que du coup, on est attendu. On est attendu pour la suite, donc il va falloir qu'on fasse des trucs bien pour que les gens ils soient contents. Il y a pas de raison Voilà, que ce soit pas c'est bien, pour ouais. vous. Non, non, il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Je pense que ça va être super, vraiment. Non, mais par contre, en vrai, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de stress parce que j'ai quand même mis plusieurs années à trouver le style, à faire tous les dessins aussi, parce qu'il y en a une quantité folle. Et en fait, j'ai pas envie que les prochains suppléments ce soit pas aussi illustré. Donc Ah le oui. truc, c'est il faut pas que j'explose en plein vol, en mode burn-out. Mais en même temps, il faut que on a habitué les gens à un certain niveau. Et puis c'est euh, c'est un plaisir quoi de fournir un jeu qui est richement illustré et tout. Donc ouais, je suis quand même un peu en train de me dire waouh, on est un peu attendu au tournant. Si pour la suite, va falloir qu'on fasse un truc cool quoi. Donc ouais, je dessine pas mal en ce moment le soir. J'arrive pas à finir Baldur's Gate 3 à cause de vous. Voilà, c'est ça la Ah, vraie. c'est votre faute. C'est la faute aux gens qui ont trop acheté le jeu. Bah, J'avance pas dans Baldur's il Gate, faut c'est faire votre faute. il faut faire un plus mauvais travail si on veut que ça se vende moins bien. C'est ça. Faut Mais moins je sais pas, vendre. c'est peut-être contre-productif. Je me tourne alors quand je me tourne à droite, ce n'est pas que je ne regarde plus, au contraire, je regarde le chat. Est-ce que, vous avez des questions, à nous poser? Est-ce que vous avez, des questions, enfin à nous poser, non pas à moi, à Clément, que je lui lirai? Et en même temps, je vais, commencer à mettre la scène pour la création de perso qu'on va faire Mhm. ensemble. Enfin, de toute façon, ça prend une demi-seconde de faire une scène. Y a-t-il, s'il y a des questions pendant la création de perso, je pourrais te les rajouter? Ça te dérange pas? Oui, avec plaisir. Pas de problème. Voilà. De toute façon, la création de perso ça va pas durer extrêmement Non, longtemps. Vous allez voir que créer un perso dans Donjons et Chatons, c'est relativement simple. c'est pour ça qu'on va en faire une très rapidement. Comme ça, vous Ouais. allez vous dire, mais déjà la fiche de personnage, ça donne une idée des illustrations. Il y en a quelques-unes. Ouais, ouais, mais il faut que je fasse une version. En fait, en ce moment, fun fact, je n'ai plus Illustrator. Voilà, je l'ai payé pendant des années, et j'ai arrêté de le payer parce que je m'en sers moins en ce moment. Du coup, je suis vraiment désolé s'il y a des gens qui passent du Discord, des Dead Crow et ça. Je suis à la bourre sur plein d'aides de jeu. J'avais envie de sortir des cartes, des feuilles de perso en noir et blanc pour l'imprimante, je voulais faire une version sans les marges dessinées pour que les gens puissent dessiner leurs propres marges et tout. Et en fait, je suis sous l'eau, j'ai pas le temps. Mais par contre, la communauté est trop bien. Je vois plein de gens Il y a un groupe Facebook où des gens ont sorti des petites cartes pour les sorts, ont sorti plein de petites aides de jeu, des versions noir et blanc pour éviter voilà, de dépenser trop de cartouches d'encre. Donc, bah, merci beaucoup et bravo. Et désolé si je suis un peu, un peu à la bourre. Mais c'est promis, c'est pour la bonne cause. J'essaie de vous faire des beaux dessins pour la suite. Mais, mais ouais, je suis un petit peu. Depuis que le jeu est sorti, j'ai un petit peu slacké sur les aides de jeu. My bad. Alors, alors, comment j'utilise cet appareil? Parce que c'est bon. Là, le texte. Comment voulez-vous... Ah, j'ai une question, pardon. Je vais lire...
Je vais lire, plusieurs choses et déjà je vais autoriser une personne à poster son message parce que ce n'est pas une attaque sur le live. Donc, «Salut, le trailer était magnifique, j'arrive un peu tard, désolé si la question a déjà été posée. Quel studio s'occuperait de l'anime de la série?» C'est un studio qui s'appelle Watch Next Media et qui est un studio d'animation basé à Paris, à Ménilmontant. Et voilà. Et c'est un réalisateur de là-bas, donc qui s'appelle Jérémy Guiter, qui avait repéré le projet à force de faire des parties avec les copains dans notre salon. Et il m'a dit, il faut que tu passes au studio et que tu nous présentes le projet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Donc c'est un studio très chouette et je les remercie de leur confiance parce qu'ils nous ont très très bien accueillis pour faire le teaser. Et ouais, pour parler un peu du teaser, voilà, on a eu des gens extrêmement talentueux. En fait, j'en reviens toujours pas, mais c'était une période de l'année où je pense qu'il y a des gens qui ont eu des vacances à peu près au bon moment. Et en fait, on a récupéré des animateurs. Alors c'est très drôle. On a récupéré des anciens, enfin des copains d'école qui sortaient d'une cinématique, je crois, pour Valorant, qui ont dessiné des personnages. Pour les FX, c'était des gens qui avaient un trou dans la production d'Arcane, que vous connaissez peut-être, donc la série Netflix. On a eu des compositeurs aussi d'Arcane, je crois. Et j'ai une amie qui est une des meilleures décoratrices qui a pu travailler dessus. Enfin, on a eu une espèce de moment un peu béni et Watchnext nous a fait confiance à payer tous ces gens, évidemment, pour qu'on puisse faire un teaser très joli. Donc, on a eu de la chance vraiment d'avoir des très grands talents qui ont pu se rendre disponibles et un studio qui nous a fait confiance, quoi. C'est cool. Voilà. Donc, c'est Watchnext. Merci à eux. N'hésitez pas à mettre des idées de noms de chatons dans le chat. Et j'ai une deuxième question, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à les mettre en attendant. Il y a Vicky qui demande comment t'es venue l'idée de faire une collab avec Perséide. C'est par elle que je t'ai connue et je ne regrette pas, je suis devenue fan. Ben, donc, Perséide, je l'ai connu à Octogone de l'année d'avant. Et, je suis arrivé par hasard à son stand et en fait j'ai plein de en fait il y a j'ai plein de bagues qui viennent de son stand et j'adore son travail donc on a alors c'est rigolo, c'est pas prévu vraiment, mais j'avais prévu de les ramener pour les montrer à ma famille, donc je les ai là et en fait on a fait des pendentifs Donjons et Chatons. On a 4, ils sont tous là. Je les avais ramenés pour montrer. En fait, je sais pas si on les verra bien. On avait Donc mis il y a dans le chat le lien aussi vers ouais. Perséide. Donc, Et donc, je crois malheureusement que pour l'instant, c'est pas sur son store, mais ça viendra, j'imagine. Et ouais, en fait, c'est une personne dont j'apprécie beaucoup le travail. Et à force voilà, de discuter, je me suis dit que ça serait super de faire une petite collab. Donc, on a fait quatre chatons qui représentent un peu les enfances. Alors, il y a une enfance, c'est un peu un stretch parce qu'il n'y a pas réellement d'enfance. Je compte sur vous pour la faire, celle du barde. On n'a pas fait d'enfance de barde. Mais vraiment, je compte sur vous pour créer la vôtre. Et donc, il y a un petit enfant de soldat, un petit miage, un petit châtaigne et un barde en pendentif. Donc, je les aime fort. Et voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de travailler avec Perseid. C'est juste que j'ai plein de bijoux et j'aime bien. C'est tout. ils sont très beaux en C'est... tout cas. J'ai failli craquer, Hmm. ce n'était pas dans mon budget. Ou alors je prenais mon Ouais, mais train de après, c'est... retour, quoi. Mais c'est. Après, ouais, faut rentrer à pied, c'est compliqué, ouais. Ouais, puis Lyon-Paris à pied, c'est pas trop fun. C'est sûr. Alors, bon, On se lance, ça y est. on se lance. On se lance, le chaton. Je regarde le chat en fait pour voir s'ils nous ont mis des noms, mais les personnes ne veulent visiblement pas Non, mais qu'on. ils ont déjà créé tous leurs personnages, c'est Bah bon, hein. oui, c'est Moi, je ça. peux, moi j'y vais, hein. Moi, je Quel crée mon serait ton bonhomme, hein. personnage de rêve? Vas-y, fais ton personnage de rêve. Euh, le problème, c'est que je l'ai déjà joué, donc on va essayer de créer un nouveau truc. Mais après, on a une liste de noms qui est derrière l'écran. Alors, dans le bouquin, elle est où la liste de noms? Elle est à la Après, fin de la allez-y, création hein. de personnage. Je suis en train Ouais, d'essayer je la vois, de Elle est le. pas. Est-ce que vous lisez? Normalement, vous lisez. J'ai fait un curseur plus gros parce qu'il s'était déréglé. On peut faire un, Flavox un nom. demande si avant d'avoir un nom, on choisit pas l'enfance.
On On peut, peut. Bon. on peut. Donc les enfances, pour rappel, nous avons, enfin pour rappel, on les a pas forcément toutes citées, donc on va les citer. Il Non. y a le jaune noble, euh, le chaton de la campagne, le chaton marchand, l'enfant de soldat. Ça, enfin, les noms sont assez évocateurs. euh, et puis il faut jouer au jeu. Venez jouer au jeu. Vous pouvez être chapranti, vous pouvez être un chaton abandonné, vous pouvez être un miège. Alors on va peut-être développer un peu plus les bizarres parce que le nom n'est pas Mhm. aussi explicite. Ouais. Le chaton huant. Les chatons huants, c'est les chatons, c'est les petits chatons vampires. Mais on sait pas si c'est vraiment des vampires ou juste qu'ils aiment beaucoup la gelée de groseille. Mais c'est ça. Ils aiment bien la nuit et ils se mettent des oreilles de chauve-souris sur le chapeau un peu. Ils sont un peu bizarres. Les loups miaou, du coup. C'est des... Eux, en général, il y a des moments ils s'énervent un peu et leurs poils ils deviennent un peu plus longs et ils font un peu peur. Et c'est un peu des loups-garous version chaton. Et ils ont des masques aussi. Ils sont un peu particuliers. Les miaoumi, du coup. Alors, bah, les Miaomi, ils sont un peu tout secs. Ils ont des bandelettes. Le soleil, globalement, ça leur fait pas grand-chose, même quand ça tape fort. Au contraire, ça a tendance à les réveiller un petit peu. Par contre, les chats n'aiment pas trop l'eau et eux encore moins. Donc on a les châtaignes aussi, que tu nous as décrits. Après Ouais, tu des peux crayon. résumer. C'est les chatons des marais qui se roulent dans la boue, qui ressemblent un peu à des grosses cosses de châtaignes. Qui ont toujours un peu le pelage sale, mais ça leur permet aussi, avec tout ce qu'elles ont dans les poils, de changer un peu de forme à l'envie. Elles peuvent un peu se métamorphoser, enfin, imiter des formes. Elles peuvent se déguiser. Euh, Ensuite, on a le chaton du futur. Et après, je lirai la question de Redoc. Ouais. Le chaton du futur, bah, c'est simple, c'est un espèce de chaton qui arrive, on ne sait pas trop d'où. Il est en pyjama tout blanc avec un bocal sur la tête. Il a plein de gadgets et il parle un peu bizarrement avec un accent étrange. Apparemment, il a perdu la mémoire et il a un truc super important à nous dire, mais il a oublié quoi. On a donc Redoc qui a demandé s'il n'y avait pas de chamouraï. Mais du coup, il n'y a pas de chamouraï. Non, il n'y a pas de chamouraï. Mais il ne tient qu'à vous de créer un petit soldat chamouraï, ça peut éventuellement se faire. Moi, j'avais Flav qui voulait créer un miaouchater. Comment il avait dit? Un chat mousquetaire. Un mousquetaire. Ah, Je sais plus. un, un mouche se terre, je sais pas. Je Je sais sais pas plus. comment on peut. Mais il y a alors euh, miaousquetaire. Miaousquetaire. Pardon. Et si tu veux, je peux continuer sur les autres animaux? Oui, je suis en train de les écrire en même temps pour que le chat les ait. Ah, ok. Donc Donc les derniers, donc ensuite les animaux qui ne sont pas liés au chat, ils sont un peu bah, des animaux qui peuvent dont les parents auraient pu par exemple commercer avec l'arbre à chat ou vivre un peu en périphérie dans certaines villes qui sont un peu plus cosmopolites que l'arbre à chat. On va pouvoir jouer un chiot, un moinillon. Alors ça c'est le choix de John d'avoir fait le moinillon. Bon, des fois je dis moineau, c'est plus naturel pour moi, mais c'est moinillon. Le raton, l'ourson, le poisson-chaton, une espèce de d'axolote bizarre. J'aime beaucoup, je l'ai beaucoup joué. Et le choupisson, qui est un néologisme pour les petites du hérisson. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que on prenne pas dans les autres animaux par pitié. Faites-moi jouer un chaton quand même. non, quand même, on va essayer de faire jouer un chaton. Tu vas Euh, voir. Par esprit de contradiction, ils vont vouloir qu'on joue un choupisson, tu vas voir. Ou un ourson, hein, qui sait. C'est vrai que Hmm. c'est vrai que, enfin, c'est des espèces. À part le chiot ou l'ourson, c'est plus des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, qu'on a moins l'habitude de voir. Ouais, bah après le raton, tout ça, enfin, c'est. Oui. Ouais, disons en fait, il y a quelques noms qui sont un peu soutenus, entre guillemets, comme le chaton huant, voilà, ou le moinillon, mais globalement, ça reste. Et puis après, donc dans les enfances bonus qu'on a créé avec Monsieur Alceste, on avait fait quoi? On a fait un chaton robot,
On a fait un petit mousse, donc qui est une enfance de chat du royaume, mais qui est plus un petit marin, quoi. Et on a fait un animal. Ah oui, on a fait le binturong. Alors ça, c'était une demande d'un illustrateur qui s'appelle Loïc Musy. Et en fait, en fait, c'est le chat ours. Mais c'est ni un chat ni un ours. C'est une espèce de lémurien bizarre. Donc voilà. Et ça, pareil, on l'a fait en assez peu de temps pour prouver que c'est assez facile en fait de. De créer une Bah, enfance. si vous avez envie, ouais, si vous avez envie de jouer un renardeau, en vrai, vous pouvez vous inspirer un peu du chiot peut-être. Voilà, ou par exemple, s'il doit être assez discret, peut-être que ça va être plutôt le chaton abandonné qui arrive à se cacher un peu partout. Peut-être en modifiant un petit peu les objets de départ, etc. Vous allez pouvoir créer un renardeau assez facilement. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors, Mais bon, là, on va jouer avec ce qu'on a. on a 2 propositions. On a Redoc qui nous propose un petit châtaigne, parce que c'est de saison. Ou on a Flav qui nous propose un abandonné qui se prend pour une réincarnation divine. En conséquence, il se nomme Saint Nectaire. Le lore est puissant. Bah moi, je suis pas objectif. Je vais voter pour le châtaigne parce que c'est mon enfance préférée. Mais après, c'est comme Bah, tu veux. C'est toi c'est un qui. personnage. Non, bah écoute, c'est un personnage à créer. Pour le coup, c'est mon joueur, donc il pourra très bien créer ce personnage pour le jouer. Ah bah là, en tout cas, il a ma bénédiction pour créer ce personnage. C'est- Après, je pense qu'il va y avoir beaucoup de blagues l'odeur du Saint-Nectaire. Est-ce qu'il sent des coussinets, tout ça. Bon, moi, ça, Il faut pas c'est lui assez donner des risque. idées. Assez risque et péril pour la partie. On part sur une châtaigne? Une châtaigne. Quel nom du coup? Une idée de nom? Euh, Bug, c'est mignon. Bug, Ah, c'est. Bog, ouais. Ouais. Eh bah Bug. Ouais, il était dans les. Je crois qu'il est pas dans les pré-tirés et il est super. Bog, c'est top. Bah Bug, c'est une proposition de Miermiette. Donc C'est Bug, parfait. euh, Ah, joueuse, on remplit pas parce que ce sera d'autres personnes à c'est remplir. D'ailleurs, on mettra la fiche, enfin, on la complète là, mais on la mettra à télécharger si vous la voulez quand on yes. postera la rediff. Voilà, tout Yes. simplement. Et salut Mermiette. Miermiette, j'arrive jamais. Salut. On se connaît. Est-ce Alors, que. Alors, le trait de caractère, on le fait aléatoirement ou pas? J'ai pas pris de dés. bah alors moi, en théorie, j'ai des dés parce que. Ouais. Je te Mais propose de le tirer au dé. allez, tirons-le au dé. Donc il faut C'est- combien de D6? Il en Tu faut lances un D6 deux fois. un D6 deux fois. Ouais. Et un pour la ligne et un pour la colonne. Je crois que c'est pas mes dés, mais c'est pas grave, c'est des dés quand même. Ça, ça devrait Alors, aller. le premier, Et c'est tombé sur. Oui, pardon. je te dirai le résultat et tu me dis si ça te va, soit on retire, soit on invente. La première, c'est le 1. Là, j'ai les règles aussi sous Mhm. les yeux. Ok. Et le deuxième, c'est 2. C'est très original. Il est incertain. Il est Pourquoi incertain. pas? Bah oui. Mais alors, du coup, ça me pose une question sur le tableau, c'est c'est la colonne, c'est pas un et 2, ça fait la première colonne? Ah pardon, oui, t'as raison. C'est un et 2, donc il est amoureux. C'est plus mignon encore. Il est Oh. amoureux. Tu veux dire que ça serait une espèce de gros plein de terre qui est très amoureux? Ah, ça c'est pas mal pour le drama, ça. Il Genre, cherche je son t'aime âme beaucoup, sœur. mais tu. Ouais, c'est ça, je t'aime beaucoup, mais tu sens la vase. Ah, ça va être mignon, ça. J'aime bien. Et donc, le caractère, pour expliquer un petit peu, vous allez pouvoir le jouer par séance. Soit, en fait, vous le jouez de manière positive et vous gagnez un avantage, comme s'il s'agissait d'un talent. En gros, vous dites, bah, comme je suis amoureux, vous trouvez en fait dans la fiction quelque chose qui fait que ça vous rend passionné, peut-être ça vous rend, voilà, et ça vous donne un avantage. Soit vous pouvez laisser ce trait vous mettre dans la panade, et dans ce cas-là, en fait, vous offrez un point d'amitié à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est soit vous l'utilisez de façon positive ou négative, et dans les deux cas, ça vous donne un petit avantage. C'est assez Euh, rigolo à jouer. donc on a eu le chat qui s'est emballé d'un coup. Yes. Donc Bog, c'est mignon comme nom. Il est assez doué de ses petites pattes. On le surnomme Bog le bricoleur. Voilà. Franchement, ça, c'est le genre de blague, je valide complètement. Y a pas... Bug le Je peux bricoleur. le mettre entre parenthèses sur la fiche.
Ah bah, Bog le bricoleur, ça me semble. Après, il devrait être apprenti si c'était Bog le bricoleur. Mais en même temps, une Bog pour un châtaigne, Bah, c'est pas ça mal. peut être, Donc, il a loupé sa vocation, finalement. exactement. Donc le don de naissance, je ne sais pas modifier cette fiche. Ouais, le don de naissance, donc c'est ce qui sera écrit en fait dans la page de l'enfance concernée. Les châtaignes ont un don de naissance qui s'appelle le déguisement. Donc vous pouvez écrire à côté du don de naissance déguisement, et je vais vous lire le petit paragraphe si tu veux. Oui, je veux bien. Donc, les châtaignes développent un curieux don du déguisement à force d'observer les chats de loin. Ils deviennent capables de prendre presque n'importe quelle apparence, avec des chiffons de couleur, des vieux vêtements, un peu de boue collée dans les poils. Ils deviennent chatons, chiens de la casse, cochons débonnaires, ou même le grand monstre gluant du marais. Voilà. Donc en gros, ça vous permet un peu de vous faire des déguisements. C'est assez rigolo à jouer. Et donc chaque enfance comme ça a un don. Et comme vous voyez, c'est pas un don qui est numérique ou quoi que ce soit, c'est plus quelque chose où vous l'écrivez sur votre feuille. Si vous avez besoin du petit résumé, bah, soit vous photocopiez la page, soit vous l'écrivez rapidement derrière la feuille de personnage. Si vous avez peur d'oublier ce que veut dire déguisement, là c'est relativement simple. Et, euh, et comme ça, en fait, ça vous permet dans la fiction d'intervenir en disant ah, il faudrait qu'on arrive. Par exemple, ah, il faut vraiment qu'on arrive à tromper les gardes, à rentrer dans l'arbre à chat. Et là, tu te dis, mais attends, moi, je vais, avec ma boue, des racines et tout, je vais me faire un casque à cornes. Je vais avoir l'air un peu d'un gros balèze. On va s'acheter un grand manteau. On va monter les trois, Et les 3 les chatons trois les les uns uns sur sur les les autres autres. voilà. Et puis voilà. Et en fait, vous allez pouvoir développer comme ça votre tentative de déguisement. Et comme vous êtes une châtaigne, a priori, dans la fiction, ça devrait être convaincant parce que c'est votre don de naissance. Alors voyons, ensuite on a les qualités, donc c'est 8 points à répartir entre les 3. Ouais, Heu, entre costaud, malin et mignon. donc costaud, c'est plus, la force, le physique, malin, l'intellect, et mignon, le social. Exact. Heu, a priori, il est amoureux, donc moi je pense que peut-être qu'il faut mettre un peu plus de points sur mignon. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre, 5 en mignon? Le maximum? 5, c'est énorme, C'est c'est le maximum. et en Donc même pour expliquer un petit peu le système, en fait, vous allez écrire vos qualités, vous les chiffrez, vous avez 8 points à répartir entre 3 qualités, vous les chiffrez entre 1 et 5, et c'est un score auquel vous devez faire en dessous avec vos 3 d6. Donc le 1 est le meilleur succès possible sur un dé, et donc si tu mets 5 en mignon et que tu lances 3 d6, en fait, il faut faire entre 1 et 5, donc il n'y a que le 6 qui a un échec. Donc ça veut dire que dans tes tests de mignon, tu vas réussir très souvent, et souvent avec beaucoup de succès, parce que chaque dé qui réussit est un succès supplémentaire. Donc tu as 3 dés, tu peux aller jusqu'à 3 succès, même 4 si tu es avantagé, on verra ça après. Donc si tu mets 5 en mignon, en général, tu arrives à convaincre à peu près n'importe qui avec tes grands yeux larmoyants, quoi. Donc pourquoi pas, c'est après à vous de voir. après d'un autre côté, les châtaignes des fois ça peut ils piquent Mm. comme tu l'as dit, donc il est pas forcément mignon. Redoc dit: «Malin, important pour un châtaigne aussi». Donc Ah, tout est important. Après, malin, ça va. En fait, si les gens hésitent un petit peu sur c'est quoi les qualités les plus importantes, bah déjà essayer de leur demander un peu de décrire comment le chaton il se présente en société. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des grands yeux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt en train de crapahuter, de grimper aux arbres? Dans ce cas, il sera plus costaud. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus taiseux, réflexif, un peu sur lui-même? Là, ça sera peut-être plus du malin, quelqu'un qui réfléchit. Et pour parachever de convaincre la personne, vous pouvez éventuellement aller au sort, au sort de Miyagi. Parce qu'en fait, là, les sorts de Miyagi, on verra après, mais je spoil un tout petit peu. Il y a 3 écoles de Miyagi, et les 3 écoles sont liées à vos qualités. Vous avez une Miyagi qui est plus liée au costaud, une Miyagi qui est plus liée au malin, et une Miyagi qui est plus liée au mignon. Donc si vraiment vous bloquez, vous pouvez présenter rapidement les sortilèges. Et s'il y a un sort qui lui tape qui tape dans les yeux de la joueuse en mode ah je veux vraiment la couleur de l'herbe, qui est un de mes sorts préférés, qui permet de changer la couleur de son pelage. La couleur de l'herbe, si je dis pas de bêtises, c'est du couleur des herbes, c'est du malin. Donc peut-être que ça dira ah bah c'est sûr en fait il faut que je mette un petit peu en malin. Donc, ça peut être aussi une solution pour trancher quand une joueuse est un peu perdue sur quelle qualité il ou elle veut mettre en avant.
Donc, ouais. Bah, vas-y, mais c'est toi qui décides, hein. C'est Je propose 4-3-1. 4 mignons, 3 malins, un costaud. Ça un fait que ça? 8. Très bien. Normalement, si je sais bien Parfait. compter. Oui, ça fait tout à fait 8. Donc allons-y. Donc après le corps donc le cœur c'est costaud plus malin. Ouais. Donc ça Donc fait tu as 4. 4 et Et, tu as 4 en amitié. et on a 4 en amitié. Et voilà. Qu'est-ce Ouais. qu'on fait d'abord? Est-ce qu'on fait les talents ou le grimoire? On va faire les talents. Ok. Parce que je les ai sous les yeux, puis en général c'est plus simple. Euh, donc les talents. Ah, Donc alors juste pour expliquer très rapidement, le corps, c'est ce qui représente globalement vos points de vie et votre vitalité. C'est pas quand vous arrivez à zéro vous mourrez, hein. On est dans un jeu beaucoup plus light que ça. Ça va simplement dire en général quand vous arrivez à zéro vous quittez la scène. Genre vous êtes trop fatigué pour continuer, il se passe quelque chose, vous vous endormez de fatigue, vous tombez dans les pommes, ou alors vous êtes vexé parce qu'on vous a dit quelque chose qui vous a vexé. En fait vous claquez la porte, en fait vous sortez de la scène parce que vous avez plus l'énergie de continuer. Et le cœur, c'est enfin, pardon, ça ça c'est le cœur. c'est le cœur. Et l'amitié, ce sont des points un peu de bonus que vous allez utiliser, surtout en fait pour aider des jets qui peuvent être ratés ou compliqués par les autres. C'est une monnaie qui est censée illustrer l'esprit de cohésion du groupe. Voilà. Donc plus vous êtes mignon, plus vous en avez. Et donc les talents, il faut qu'on en choisisse deux. Ouais. Que vous les avez tous affichés à l'écran. Euh, il y en a donc on a bougé son popotin, bricolé des trucs et des machins, connaître les lois et les légendes, connaître les pays et les peuples, convaincre et baratiner, cueillir et chasser, cuisiner, dessiner et peindre, faire de la musique, faire les poches, feuler et menacer, griffer, herboriser, lire et écrire, lire le ciel et les étoiles, observer et fouiller, rester calme et impassible, s'occuper des bêtes, se cacher dans les ombres, se déplacer en silence, séduire et charmer, soigner les blessures et maladies, trouver son chemin, trouver une information. Ce qui nous laisse beaucoup de choix. Mhm. Ce qui permet aussi de caractériser. Donc n'hésitez pas à en choisir un ou deux. Ouais. Et Euh, pendant ce temps-là, je peux expliquer ce que ça fait. ouais, Donc les talents que vous allez choisir, en fait, quand ils vont s'appliquer à une action, à un jet, au lieu de lancer les 3 dés, en fait, vous en lancez 4. Donc vous avez plus d'opportunités de réussir. Par exemple, sur un jet de costaud, on vous demande de grimper très rapidement à un arbre, pour reprendre l'exemple que j'avais un peu plus tôt. Si vous avez coché bouger son popotin, c'est un talent qui s'applique évidemment à ce jet. Et dans ce cas-là, vous lancez 4 dés. Donc vous avez un dé de plus, un succès potentiel supplémentaire. Et c'est assez important parce que il y a il y a des niveaux de difficulté particulièrement ardus qui demandent d'avoir 3 succès, voire 4 succès. Donc il y a des difficultés qui sont impossibles si vous n'êtes pas avantagé. Pour être avantagé, on peut aussi vous donner des points d'amitié. Il y a d'autres façons d'avoir des succès, d'avoir plus facilement des succès. Mais voilà, parfois c'est important d'avoir plusieurs dés qui font un succès. Donc les talents, ça sert principalement à ça, à vous donner ce dé bonus qui s'ajoute aux 3d6 habituels. donc on a Flav qui nous dit vu son côté amoureux, il doit être bon pour séduire et charmer. Et Miermiette qui dit que soigner blessures et maladies, ça évite de payer le veto et donc de garder les trésors pour Walter. Bon, C'est pas bête. on peut On fait partir ça. sur ces deux-là. En plus, on imagine que les pansements, c'est fait avec des feuilles et de la boue. C'est des trucs Ouais. un peu, un peu du bayou, là, du marais. Mais vu qu'il a dû grandir au milieu des herbes et de plantes, il doit probablement s'y connaître pour penser des petits bobos. Donc, tout à fait. Non, c'est bon. Pas mal. Alors, Ça. Et euh, ensuite, le grimoire, je le remets bien sur l'affichage. ouais, Et donc voilà. le grimoire, en général, donc les miages commencent avec 4 sorts et tous les autres chatons et les autres animaux commencent avec 2. Donc là, on n'est pas un miage, on a que 2 sorts. J'ai cru comprendre qu'on était nul en costaud, donc on va peut-être Ouais. pas prendre trop de sorts qui viennent du costaud.
Mais on peut éventuellement se prendre un petit sort du côté du malin et un petit sort du côté du mignon. Comme on est plutôt quelqu'un qui vit dans le wild, dans les marais, je pense qu'on pourrait prendre une Miagi des champs Mmh. du côté du malin, donc plutôt rural, et une Miagi des caravanes côté mignon. Donc, parce que sinon il y a la Miagi des villes dans le mignon, mais je pense pas que Bog soit très urbain. Non, je pense pas. Donc à la limite, je laisse. Est-ce que je présente les 12 sorts à disposition ou c'est trop long C'est un peu long de présenter les 12. Enfin, vu qu'on a tous les 2 les sorts, et que enfin, qu'on les voit, je me dis que, bah, soin des bêtes, vu qu'il a déjà la capacité de soigner, c'est pas forcément, le plus utile Hmm. de l'avoir. Ouais. Hem, Vas-y. J- J'aime bien, vu qu'on n'a pas pris herborisé, euh, mais qu'en même temps il a ce truc avec le soin. J'aimerais bien prendre quelque chose qui a un rapport à la nature. Donc je prendrais bien soit couleur des herbes, parce que c'est mon sort préféré, ou parler avec les arbres. Donc couleur des herbes, c'est pour adapter sa fourrure à son environnement. Ça va assez bien avec le principe du déguisement. Je pense qu'on pourrait avoir des trucs très rigolos où on combinerait un peu le don de naissance du déguisement et la couleur des herbes pour vraiment devenir un truc complètement différent de ce qu'on est. Je trouve assez rigolo. Sinon, parler avec les arbres est assez mignon. Ça permet d'engager un dialogue avec un arbre, savoir s'il est vieux, s'il est intelligent. Pardon. Plus celui-ci est vieux, plus il est intelligent et plus sa mémoire est importante. Donc ça peut être pas mal pour si on est perdu, si on veut savoir qui est passé par là. Ça peut donner quelque chose d'un peu plus pisteur. C'est intéressant. Voilà. Sinon, il y a la nuée d'insectes qui est sympa aussi. Mais ouais, couleur des herbes, bon, moi je le trouve assez cool. À voir un peu ce que toi tu penses. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, je propose on peut présenter peut-être, 2 sorts pareils de la magie des caravanes et comme ça, on voit, ce que le chat, répond, après ça. Ouais. Ah, après, on pourrait aussi faire un tout petit stretch du côté de la magie des villes, parce que je vois qu'il y a quand même voix enchanteresse, et on est censé être un peu amoureux, un peu. Est-ce que par Oui. hasard, on n'aurait quand même pas un petit talent pour pousser la chansonnette? C'est-à-dire, effectivement, on est couvert de vases séchés, on est un peu moche. Moche, c'est une question de point de vue. Mais est-ce que on a une voix absolument superbe? C'était possible. Ça sera un petit sort de magie des villes mignon qui fait que la voix du chaton devient incroyablement douce et profonde, capable de calmer et d'endormir ou d'éveiller de vives émotions quand il raconte une histoire. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, comme autre choix? Sinon, Hmm, alors j'aime bien. Bon, il y a des choses plus pratico-pratiques dans les caravanes, comme voir au loin ou oui. respirer sous l'eau. Ce sont toujours des choses intéressantes. Parler aux bêtes est pas mal, parce que ça permet en fait d'accéder à la parole avec des animaux qui ne parlent pas. Parce qu'il reste quand même des animaux sauvages dans l'univers. Parler aux bêtes est plutôt pas mal. Respirer sous Euh, l'eau, ça lui ferait enlever sa vase autour de lui quand même. Il aurait plus sa côte. c'est, c'est vrai que je le vois pas trop prendre des bains, à part des gros bains de boue. Oui, voilà. Ouais, j'irais plutôt sur voir au loin ou parler aux bêtes. Ou alors, du Euh, coup, la voix Ah, enchanteresse. la voix enchanteresse. Et s'il y en a un dernier qui est pas mal dans le côté déguisement et tout, il y a la dissimulation d'objets. Donc le chaton cache de menus objets de la taille de son poing, dans les replis de ses poils, les rendant très difficiles à trouver, même en le fouillant soigneusement. Vu dans quel état il a mis sa fourrure, dissimulation d'objets, ça peut être très pratique si on se fait attraper par la garde. C'est vrai. Euh, donc bah, c'est toi qui me dis. Moi je pense que couleur des herbes en malin, je suis assez motivé. Et puis pour celui du mignon, je te laisse choisir. Flav a dit, le côté infiltration avec couleur des herbes, c'est chouette. Ça ajoute, au côté rogue de Bug. Mm. Donc, Le non, rock mais bug. je suis bien d'accord, pour couleur des herbes aussi, que je n'ai pas su écrire parce que je ne sais pas taper à l'ordinateur. Ça va y aller. Donc, couleur des herbes et après, hem, en magie, en magie, de mignon, bah, vu qu'on a déjà quelque chose sur, le déguisement, plus le sort, je vois pas forcément l'intérêt de reprendre dissimulation d'objets. Mhm. Après, Ouais. parler aux bêtes, c'est intéressant, mais je pense que voix enchanteresse, il va plus être dans le personnage que,
Enfin, Pardon? l'idée du personnage qu'on a commencé à construire, Ouais, donc ça on peut dire que Bog a du coffre, bravo à lui. Ça marche. Hop. Et après, il y aura une petite tâche un peu fastidieuse qui est celle de l'inventaire. Mais donc mais ça, parce on que la là, ça va fera. te faire Oui, ouais, ça va te faire taper pas mal de trucs. ça, je vais juste la je bah, pour rapidement, l'inventaire, il est, globalement donné avec l'enfance. C'est ça. L'inventaire de départ, en tout cas. Ouais, je peux d'ailleurs ah oui, pour parler un tout petit peu des sorts, vous voyez il y a dans le bouquin, il y a un petit score qui est à côté du sort. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est couleur des herbes est de niveau 1, voix enchanteresse c'est de niveau 2. C'est le nombre de succès qu'il vous faut sur un test de malin dans le cas de la couleur des herbes et de mignon dans le cas de la voix enchanteresse. Si vous y arrivez, le sort se lance sans problème. Si vous y arrivez pas, il y a moyen de forcer un peu la chance, mais ça va vous coûter un peu d'énergie, un peu de points de cœur. Voilà, en gros, pour faire vraiment très simple. Mais c'est pas une magie qui est très instable ou punitive. C'est souvent, on va un petit peu vous demander de vous fatiguer si vous y arrivez pas, mais pour vous laisser quand même l'opportunité de pouvoir accomplir ce que vous vouliez faire. On est plus sur, comme on disait, c'est plus une magie du quotidien. Donc c'est pas quelque chose qui est dangereux, instable, comme dans un univers à la Warhammer par exemple. On est plus sur sur une magie qui marche toujours un petit peu, mais parfois vous fatigue un petit peu plus. J'ai Myrmiette qui dit, «Si tu parles aux bêtes, tu ne peux plus les manger». Ce qui est vrai. Enfin, on n'y a pas pensé. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et Bog a un appétit d'ogre, Bah oui, évidemment. évidemment, donc ce serait dommage, qu'on lui enlève une partie, des ressources pour se nourrir. Ouais. Je propose de lire les objets qu'il est censé porter et Oui, expliquer un peu ce qu'ils font. Le châtaigne a mis dans son sac, c'est écrit en dessous de votre enfance, des glands durcis par l'hiver, une armure de bug, une cape de feuilles, un arc et des flèches, un gros chaudron noir plein de chiffons et de rubans. Donc, ces objets-là, en fait, vous allez les écrire dans les petites cellules de l'inventaire qui sont prévues à cet effet. Et en dessous, vous avez aussi des objets plus usuels comme des couvertures, un sac, de quoi faire du feu, etc. Donc il y a... En fait, vous avez des objets un peu du commun qu'on considère que tout aventurier, tout jeune chaton a eu par sa famille, ses tuteurs ou son mentor. Et ces objets-là, par contre, les objets qu'on signale et qu'on écrit dans les cellules, eux, en fait, sont des objets qui mécaniquement vont faire des choses. C'est des objets en fait que vous allez pouvoir utiliser et parfois on va vous demander de les dépenser, de les user, de les détruire pour avoir le droit de relancer des dés quand vous ratez. Si par exemple voilà, vous avez vraiment besoin d'une relance, vous allez pouvoir vous aider de vos objets. Et c'est aussi ce qui constitue votre trésor personnel. C'est un jeu où on joue pas avec, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pièces d'or. Tout repose sur le troc. Donc peut-être que en fait, pour avoir le droit de passer, de prendre le bateau, de payer la barque, peut-être qu'on va demander à ce que Bog nous échange sa cape de feuilles. Et ça va être votre choix à vous. Est-ce que ça. Maintenant, c'est un cadeau de maman, de papa, j'ai pas envie de m'en séparer, etc. Mais voilà, c'est un univers qui est basé sur le troc. Donc c'est quelque chose, en général, vous allez l'écrire au crayon et le gommer parce que c'est vos objets qui représentent autant des bonus que des, que votre monnaie en fait, que votre monnaie d'échange. Et également, une limite d'inventaire. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller au-delà de ces objets-là, donc parfois il va falloir lâcher certains objets. Vous pouvez aussi tout à fait vous amuser et proposer à la conteuse de combiner des choses. Ça j'aime beaucoup. Moi par exemple, j'avais joué à un poisson chaton sur une partie et je me servais du. Alors je crois que de base j'avais une espèce de scaphandre, si je dis pas de bêtises, dans le poisson chaton. Et je me suis servi du scaphandre justement comme le chaudron d'une châtaigne. C'est ça, je vais. Je crois que c'était moi qui avais négocié pour avoir un scaphandre d'ailleurs, parce que j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Le poisson chaton avait une grande outre d'eau pour se rafraîchir, et je crois que j'avais négocié pour échanger ma grande outre d'eau contre un scaphandre. J'avais déjà tout calculé. Et donc voilà. Donc c'est un peu, on va dire, c'est un petit peu plastique l'utilisation des objets, et ça permet, ça représente autant vos possessions et votre or entre guillemets que des petits bonus que vous allez pouvoir utiliser en partie. Je propose qu'on finisse sur une question, qui est très rapide, et Ouais. qu'on finisse là-dessus. C'est, question sur les sorts. Est-ce que les autres animaux que les chats peuvent en avoir?
Alors, dans l'univers, oui. En fait, il faut pas, il faut pas que je confonde la série et le jeu de rôle. Dans la série, les chats sont relativement exclusifs au niveau de la magie, la magie. Dans le jeu de rôle, c'est certains autres personnages que les chats en ont. Si je dis pas de bêtises, j'ai un doute là, mais non, non, oui. On- Comment dire, certains PNJ possèdent des sorts. Et surtout, même si on va créer d'autres animaux que des chats, quand on crée un chiot par exemple, on possède deux sorts en plus. C'est juste que, en fait, les sorts ont quelque chose de, comment dire, esthétiquement, c'est juste que comment dire, les chats en font toute une école de magie, etc. Mais tout le monde possède un peu de magie. C'est juste que les chiens de la casse, ça n'est que. Ça s'illustre pas comme j'ai un chapeau pointu, une baguette voilà, c'est je fais du feu, je tape sur un truc, ça fait des étincelles. Voilà, c'est une magie, mais que eux n'appellent évidemment pas ça de la magie. Donc oui, tout le monde possède des sorts, mais c'est les chats qui ont esthétiquement en font quelque chose d'un petit peu euh, une école, quelque chose d'un petit peu enseigné. C'est un choix d'ailleurs, après on conclura. Finalement, c'est pas une question si courte parce qu'elle est intéressante. En fait, c'est un choix qui vient du game design pur. À un moment, on s'est posé la question de dire bah, les sorts sont réservés aux miages et c'est tout. Et en fait, on trouvait que les sorts étaient très simples et très, très mignons, très usuels. Et on s'est dit en fait qu'il fallait plutôt imprégner l'univers de ces petits sorts pour donner autant de petits leviers aux joueuses de pouvoir intervenir sur la fiction. Donc en fait, on a préféré en fait ouvrir un peu les vannes et donner et que la magie infuse un petit peu plus l'univers et les personnages parce que c'était plus d'options en fait de gameplay possible. Là où vous le verrez peut-être dans la série, on a quelque chose d'un petit peu plus exclusif. La magie est plus mystérieuse et elle est même un peu euh, mis de côté, repoussée par Walter, qui la voit vraiment comme un contre-pouvoir très fort. Donc la magie est interdite en fait. Donc c'est une des différences entre les deux univers. Ah, merci beaucoup en tout cas pour Si. tout cet entretien. Merci d'avoir fait cette petite fiche avec nous. On remettra bien sûr tous les réseaux, tous les liens dans la description de la rediffusion. Et puis on se tient au courant de tout aussi pour la rediffusion. Du côté de Chimera, on n'a plus d'interview jusqu'au live actu, donc le prochain live actu qui sera en novembre. Et après, on va retourner sur pas mal d'interviews de programmées. Voilà, voilà. Bah, merci à tous. Merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir.